que l'on constate à Madagascar. Bien évidemment, comme je le disais dans une interview précédente, que l'avenir de Ander Rajolina était presque scellé. Il était question donc de son départ. Euh, une, euh, une demande qui avait été donc d'abord au préalable, plus ou moins réclamée par les populations, et qui soudainement avait été donc suspendue par ces mêmes populations. Comme je le disais, la seule crainte, c'était une forme de récupération de la part de certaines forces vives de la nation. Je pensais en l'occurrence l'opposition. Et aujourd'hui, ce sont les forces de sécurité qui ont décidé de se ranger du côté du peuple et pour donc enfin récupérer le pouvoir et amener le pays vers une nouvelle direction. Et donc, cela me rappelle un peu le scénario de ce qui s'est passé au Gabon il y a à peu près 2 ans et demi. C'est plus ou moins la même chose. Le cas du Gabon, c'était les militaires qui sont accaparés du pouvoir pour mettre fin à une imposture qui ne peut plus donc continuer. Dans le cas de Madagascar, il s'agit de la jeunesse qui protestait pour leur bien-être. L'accès à l'eau et l'électricité sont des nécessités dans les temps modernes que nous vivons. On ne peut pas vivre sans ça. Et donc, éventuellement, le gouvernement était incapable de sécuriser donc ces droits à ces populations. Les jeunes sont donc rentrés dans les rues pour protester et la récupération a été vite faite, non pas par les forces de l'opposition, mais par l'armée qui pense que finalement, il faut se ranger du côté du peuple pour défendre ce que le peuple réclame. Mais Donc voilà ce que nous observons aujourd'hui à Madagascar. C'est les, ça une vraie question. les jeunes, comme vous dites, qui manifestaient pour un changement social et politique, se retrouvent aujourd'hui avec une junte militaire au pouvoir, junte dont le mode de gouvernance est par définition non élu et autoritaire. Est-ce que cela signifie que la Gen Z a en quelque sorte échoué et que ses aspirations ont été détournées par ce retournement de situation? Absolument pas du tout. Les militaires font partie de la société malgache. Les militaires ne sont pas des extraterrestres, ils ne viennent pas d'ailleurs. Euh, Ce sont les aînés, les pères, les grands frères, les oncles et parfois même les maris de tous qui sont retrouvés dans les rues. Donc, les militaires font partie de la société malgache. Comme dans toute société humaine, on a les forces de sécurité. Je ne connais pas un seul pays où les forces de sécurité seraient considérées comme étant des extraterrestres. Donc, les militaires ont un intérêt à voir le pays être stable, à voir le pays être bien gouverné, parce qu'il s'agit d'abord d'eux-mêmes, en tant que citoyens de ce pays, mais il s'agit aussi de leur famille, de leurs petits frères, de leurs enfants, de leurs petits-fils. Et donc, une transition militaire n'est pas quelque chose de nouveau sur le continent africain. La France, par exemple, la grande France que nous connaissons aujourd'hui, a connu une transition militaire avec l'arrivée de De Gaulle au pouvoir. Les Français ont craint que la France serait transformée en une dictature. Cela n'a pas été le cas. De Gaulle aujourd'hui est reconnu comme étant le père de la démocratie française. Il a mis en place des institutions qui ont permis à la démocratie de s'installer en France, cette France que nous connaissons aujourd'hui. Donc, quand c'est le cas de l'Afrique, ne nous lamentons pas. Le processus est le même. Au Gabon, nous avons eu un même scénario où les militaires sont arrivés au pouvoir. Il y a eu un référendum qui a abouti à une nouvelle constitution et ensuite des élections libres et transparentes qui ont donc permis à ce que les Gabonais élisent un nouveau président de la République. Et là, nous sortons des élections législatives avec des députés qui ont été élus. Madagascar suit plus ou moins le même chemin, le même cheminement. Si je vous comprends bien, Donc, Monsieur Talazi, c'est-à-dire qu'au-delà de la prise de pouvoir elle-même, vous pensez que l'armée, en tant qu'institution, et particulièrement Michael Randrianirina, le nouvel homme du régime malgache, ont la capacité et la légitimité de répondre aux attentes du profond changement social porté par la jeunesse. Et ma question est celle-ci. Ok, tout ça c'est bien. Est-ce que par hasard on ne risque pas de voir se répéter le scénario de 2009 où une transition militaire n'a pas résolu les problèmes structurels du pays, mais encore où une transition militaire devient permanente? la transition militaire ne sera pas permanente. Le plus important, c'est qu'il y a une forme de transition qui est en train de prendre forme à Madagascar. Toutes les forces vives de la nation doivent se mettre ensemble pour décider de quelle direction devra prendre le pays. Et c'est de sortir
de ces genres d'arrangements que finalement on pourra repartir vers une transition ou encore un processus démocratique qui pourrait donc permettre à ceux qui seront élus demain de mener aux destinées du pays. Et donc, je crois qu'il serait prématuré de commencer à penser que Madagascar est en train d'aller vers une direction de non-retour, dont les enjeux ne sont pas, ne seront pas peut-être favorables au développement du pays. Je ne pense pas. Il faut donner autant à cette transition de se mettre en place, de faire ce qu'elle a à faire, tout en communiquant avec les populations à travers les ONG, la communauté internationale, un peu comme dans le modèle du Gabon, comme si je peux me permettre cet exemple, et on verra à la fin. Et pourquoi l'Assemblée nationale est-elle maintenue alors que le Sénat et les cours suprêmes sont suspendus? S'agit-il d'une tentative de conserver une apparence de légitimité parlementaire, en quelques mots? La légitimité vient du peuple. Si le peuple malgache est favorable à ce coup d'État, je crois qu'on dira la transition est légitime, parce que c'est ce que le peuple veut. Avoir préservé donc une institution comme l'Assemblée nationale, c'est une institution très importante. Je pense que je serais très mal placé pour essayer de comprendre la logique derrière le maintien de la Cour de l'Assemblée nationale. Mais je pense que c'est une institution très importante et que les chefs donc de la junte ont pensé qu'il était nécessaire que l'Assemblée nationale se maintenue dans ses fonctions pour les accompagner donc dans la mission qui est la leur. Je crois il n'est question que de ça. Monsieur Taladi, dans les quelques secondes qui nous restent, il y a aussi cette question. Quelle pourrait être la réaction de la communauté internationale face à cette situation? Je pense à l'Union africaine, à l'ONU et d'autres partenaires. Iront-ils jusqu'à qualifier cela de coup d'État et à envisager des sanctions même si l'Assemblée nationale reste en place? Ou bien le cas de Madagascar diffère de celui des pays du Sahel où des sanctions avaient été imposées? Je ne serais pas surpris que la communauté internationale monte au créneau pour dénoncer le coup de force. Comme vous le savez, il a toujours été dit que tout coup de force ne sera jamais accepté. Mais la même communauté internationale a eu souvent la tendance de pouvoir accepter des gouvernements illégitimes qui n'ont pas été choisis par le peuple. Et elle n'a jamais rien fait. La même communauté internationale est souvent restée muette lorsque les populations sont muselées, lorsque les populations sont brimées, lorsque la corruption et la concussion battent son plein dans les différents pays, comme nous le connaissons aujourd'hui. Elle n'a jamais rien fait. Et donc, il serait très malhonnête de cette même communauté internationale de venir s'égosiller lorsque le peuple malgache Merci, pense Monsieur que Taladi. la transition dans leur pays est démise et qu'il faut changer les choses. Jean-Donald Taladi, merci pour toutes ces explications. Au revoir, Monsieur Taladi. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci encore. C'est moi qui vous remercie, madame. Au revoir. Voilà, nous quittons Madagascar pour nous rendre au Nigeria. C'est une décision qui suscite la colère, l'indignation et une profonde incompréhension. Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu a accordé sa grâce à 175 détenus, dont 52 condamnés pour trafic de drogue, certains n'ayant même pas commencé à purger leur peine. Une mesure qui déclenche un véritable tollé aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'international. Le point avec Gilbert Tamba depuis Abuja. C'est une liste de noms transmises à la hâte, en apparence anodine. Mais derrière ces identités, ce sont des profils sensibles qui font aujourd'hui la une de l'actualité nigériane. Parmi les 175 condamnés gracieux par le président Tinubu, 50 étaient impliqués dans des affaires de trafic de drogue. Des trafiquants pour certains récidivistes, d'autres récemment condamnés à de longues peines, parfois de 10 à 15 ans de prison. Et le plus déroutant, c'est que plusieurs d'entre eux n'ont même pas encore commencé à purger leur peine. Une décision qualifiée de honte nationale par l'opposition et les organisations de la société civile qui dénoncent un grave précédent et une atteinte directe à l'autorité judiciaire. Réaction aussi de cet analyste politique, Mathias Zado. Je suis du côté du peuple. La majorité des Nigériens ont vu cette liste et ont dit que ce n'était pas juste, ce n'est pas bon.
Ce n'est pas ce que le gouvernement devrait faire en ce moment. Quel est exactement l'impact de cette décision sur l'économie nigériane aujourd'hui? Et quel est exactement l'impact de cette décision sur la société nigériane aujourd'hui? Le président Tinubu, de son côté, invoque des raisons humanitaires et affirme agir dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles. Il évoque également la nécessité de désengorger les prisons nigérianes qui débordent avec un taux d'occupation dépassant parfois les 200%. Mais que dit la loi nigériane sur ces sujets controversés? La réponse de l'avocat Mitui Akinsania. En fait, si nous parlons de la loi, non pas sous l'angle moral, mais de la loi, le président n'a violé aucune loi et tout ce qu'il a fait est conforme à la loi, en particulier à la Constitution de la République fédérale du Nigeria. Il est également important de savoir que même les gouverneurs des États bénéficient de tels pouvoirs. Mais cette justification ne satisfait pas tout le monde au Nigeria, dans un pays où 14 millions de personnes sont dépendantes à une substance ou une autre, selon les derniers chiffres de l'Agence nationale contre les drogues, NDLA. La réaction d'un habitant de la capitale Abuja. Il crée une situation